Donc rebonjour à tout le monde. Donc après ce débat sur la monnaie numérique de banque centrale et ses risques et ses opportunités, et aussi les échanges avec Philippe et Yves sur c'est quoi une monnaie et c'est quoi l'échange de valeurs, je vais vous parler aujourd'hui d'un monde qui est très caché, qui s'appelle le monde des paiements. Il est caché parce qu'il est petit en taille, de nombre de personnes qui y travaillent dedans. Il n'est pas du tout caché en termes de revenus. C'est la première industrie au monde. Il n'y a pas une industrie plus grande que l'industrie des paiements. Elle est plus grande plusieurs fois que le GDP mondial. Simplement parce que tout ce qu'on fait au monde, c'est des transactions de paiement et ça se termine par ça. Et il y a des personnes, des intermédiaires sur cette chaîne de valeur qui prennent des commissions sur les paiements. Ah, ils sont bien cachés, vous connaissez Visa peut-être, Swift un peu, mais il y en a beaucoup. Et ils prennent juste des petits pourcentages. Et le revenu de cette industrie, c'est le plus grand revenu de toutes les industries du monde. Voilà. Ça s'appelle les paiements. Moi, le premier jour où j'ai mis mes pieds dans ce monde-là, moi je viens d'un monde, c'est la cryptographie, un peu l'ingénierie informatique. Je devais faire juste un stage en crypto. Ils m'ont parlé de carte à puce, j'ai essayé de regarder c'est quoi la carte à puce. J'ai mis un doigt dans le monde des paiements en 2006, et je sais pas, 17 ans après, je sais pas, j'arrête de compter, j'ai toujours tout le corps qui est passé, et je suis pas encore sorti tellement c'est un monde profond. Donc j'aimerais bien vous en parler aujourd'hui d'une brève histoire des paiements, assez rapidement, assez condensée. Ça prend toute une vie pour apprendre les paiements. C'est tellement profond. Alors, qui suis-je en deux mots? Moi, je suis fondateur de Value Chain. C'est un cabinet de conseil dans le monde des paiements et des crypto-paiements qui essaye de faire le pont entre les deux mondes. Moi, j'ai travaillé avec des grands cabinets de conseil de 170 000 employés partout au monde, en Australie, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, dans l'industrie des paiements. Mes clients ont toujours été les banques, les grandes banques, les commerçants, les grands commerçants, les industriels. En fait, tout le monde utilise des paiements. Je ne veux pas dire que c'est le plus ancien métier au monde, je ne cherche pas ces analogies avec quel métier était plus ancien, c'était là. Bon, allez, j'arrête les analogies, mais c'est un ancien métier. Et actuellement, tout le monde peut être client de Value Chain ou de Visa, ou de, voilà. Les paiements, tout le monde en a besoin. Très rapidement, je vous invite juste à jeter un coup d'œil sur valuechain.pro, c'est ça le site web. J'ai aussi une chaîne dans laquelle je mets des informations sur les crypto-news. Donc j'agrège des informations sur la blockchain en paiement. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à le suivre sur mon site web. Il y a aussi une chaîne YouTube dans laquelle il y a quelques vidéos intéressantes. Et j'ai publié, c'est là où on va commencer avec la présentation, j'ai récemment publié plusieurs papiers, dont un en 2012 qui parlait de Rise of Smart Payments, dans lequel j'essayais de faire un forecast, des prévisions, enfin j'essayais de prédire, quoi, si vous voulez, même si on n'a pas le droit de le faire, quelle va être mon industrie, l'industrie des paiements en 2022. Nous sommes en 2022, donc je peux faire un bilan, ça fait plaisir. Dans ce papier-là, en 2012, j'avais dit des choses qu'on va voir aujourd'hui, d'autres que je n'ai pas réussi à bien prédire. Pareil pour les paiements mobiles. Et récemment, j'ai publié un papier sur l'efficience énergétique de Bitcoin. Je pense que si quelqu'un me connaît dans la salle, il a peut-être dû voir ce dernier papier en vidéo. Enfin, pour terminer la présentation de Value Chain, je vous invite, si vous êtes intéressé à adopter la technologie blockchain, une des formations en ligne disponibles, c'est celle-ci, c'est celle de Value Chain. Vous la trouverez sur mon site web aussi. Voilà. Alors, commençons par les paiements. C'est quoi un paiement? Donc on parlait tout à l'heure de la monnaie, c'est très lié, vous allez le voir, c'est même très important, et d'ailleurs la définition a été donnée. Les paiements sont l'écosystème d'échange de la monnaie contre des services, du travail et des biens, grâce à des transactions qu'on appelle aujourd'hui électroniques. Les crypto, c'est électronique aussi, hein. Transactions électroniques sécurisées entre un émetteur-payeur et un destinataire. Les revenus de cette industrie, c'est 2000 milliards de dollars par an. Si vous connaissez une industrie qui fait un revenu plus grand, dites-le moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Or, ça a augmenté encore récemment. Et moi, en 2012, dans mon papier, j'ai donné ces chiffres-là. J'ai fait tout un travail de 100 pages de calcul, machin, pour arriver, entre autres, à ces résultats-là, que les volumes en 10 ans allaient doubler, les valeurs des montants des transactions allaient doubler, et que les revenus allaient doubler. En fait, non. Ils ont quadruplé. Je me suis trompé sur les revenus. Ils ont augmenté les commissions. Alors que la fraude, c'est là où j'avais détecté en 2012 qu'il y avait un grand problème dans mon industrie, c'est qu'elle n'est pas scalable dans le monde digital sans augmenter la fraude d'une façon grave. Le plastique payé par carte bancaire sur Internet, c'est pas bien, c'est pas fait pour ça. Et exactement, la fraude, elle a dépassé ce chiffre. Maintenant, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous raconter l'histoire, la brève histoire des paiements depuis la Genèse. En 1888, un monsieur qui s'appelle Edward Bellamy, c'est à peu près comme nos temps, il y avait beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui se passaient, il a imaginé le monde en l'an 2000.
Il a dit en 2000, les gens vont payer par un credit card. Il a inventé le mot credit card dans son livre qui s'appelle, c'est un livre utopique, hein, dans lequel il imaginait le monde. Et il a eu raison. Sauf que tout le monde a essayé de la faire tout de suite. En 1924, General Petroleum a dit bah, c'est une idée géniale, je vais la sortir. C'était juste une carte, elle n'était pas magnétique, elle n'était pas électronique. Et puis ce monsieur-là, Luther George Simidjian, il y a un Arménien qui a passé par Beyrouth, qui a étudié à Beyrouth au Liban et qui a après immigré aux États-Unis. Il a inventé le GAB, l'ATM, le guichet automatique bancaire, en 1939 quand même. Puis la carte bleue, notre carte bleue française, nous sommes très innovants dans le domaine des paiements en France, c'est né en 1967, première carte bleue en France. Et puis aussi la France, avec qui connaît Roland Moreno dans la salle? Ah bah bravo, ça fait plaisir. Donc Roland Moreno, il invente la carte à puce, qui est la base de la sécurité des paiements au monde aujourd'hui. Voilà, je pense que le brevet, il est sorti dans le domaine public. C'est pour ça que les États-Unis n'ont pas beaucoup de cartes à puce, c'est parce que c'est français. Ils sont restés sur la carte à puce et ils géraient la fraude avec des assurances. Donc si vous voyez bien, il y a des épisodes, il y a des genèses, ruée vers l'or, structuration. Il y a des cycles dans la vie, dans l'histoire des paiements. La genèse, c'est jusqu'aux années 71. On a commencé à développer la cryptographie, l'électronique, l'e-commerce. L'e-commerce date de Berlin, de l'encerclement de Berlin et des aides américains à Berlin dans les années 50. L'e-commerce a été inventé. Et puis en 71, nous sommes rentrés dans une ruée vers l'or. Vous allez voir, on l'a vécu les quelques années qui sont passées dans un deuxième cycle. Beaucoup de sociétés, de start-up qui se lancent dans le monde des paiements, dont Visa. C'était une start-up. En 71, Transac invente la carte à piste en France. Premier TPE, c'est un terminal de paiement où on insère la carte pour payer. Visa est né en 76. Et la cryptographie, avec triple DES et RSA, c'est des algorithmes de cryptographie symétrique et asymétrique assez importants. C'est le fondement de la sécurité dans le monde bancaire aujourd'hui, entre autres. Ensuite, on passe dans une phase de structuration. Alors, à la fin de la ruée vers l'or, 90% des startups sont morts, fusionnés, achetés, réachetés, etc. Il y a plus beaucoup de budget dans l'innovation, dans les paiements, c'est une phase de structuration. Structuration veut dire interopérabilité. Obliger que telle banque, que son ATM soit ouvert à l'autre banque. Obliger que tel système paiement soit compatible avec l'autre. C'est ça la structuration. Donc naissance de l'interbancarité avec notre GIE-CB aujourd'hui. Votre carte dans votre poche, si vous êtes français, elle a le logo CB, c'est carte bleue, pardon, c'est carte bancaire, c'est pas carte bleue. Beaucoup de faillites, et EMV est né. EMV, c'est Europay, Mastercard and Visa. Donc, les scheme cartes, les paiements par carte, sont devenus un standard mondial en 1994. Et puis, au même moment, on a inventé le PC, Windows arrive, Internet arrive, l'e-commerce commence à se développer. PayPal date de 1998. Voilà, je fais vraiment un condensé de l'histoire des paiements. Hein. Déploiement des cartes à puce partout au monde. À partir de 1996, la norme EMV commence à se déployer. Et ça a pris jusqu'à 2000 à peu près pour qu'on ait un peu tous des cartes à puce dans nos poches. Et développement des TPE. La France, elle a Ingenico. C'est le leader mondial des terminaux de paiement. Ingenico a été vendu à Worldline récemment, justement parce qu'il y a un problème d'avenir sur les cartes plastiques et les terminaux de cartes plastiques. Et puis voilà, on a terminé l'ère classique, et ce monsieur-là, c'est lui qui nous fait rentrer dans l'ère d'une nouvelle ruée vers l'or, Steve Jobs. Ce sont en fait deux messieurs. Leur prénom commence par S. Steve Jobs et Satoshi, qui nous font rentrer dans une ruée vers l'or. L'invention d'un côté de l'iPhone et l'invention de l'autre côté du Bitcoin. C'est à peu près au même moment, 2008-2007, à peu près au même moment. Et moi, c'est à ce moment-là, en 2009, où j'ai fait ce papier que je vous ai montré, Rise of Smart Payments. Il a été publié en 2012, il a gagné un prix à Atlanta aux États-Unis en 2013, et dans lequel j'ai dit que en 2015, il y aura autant de porteurs de smartphones que de porteurs de cartes bancaires. Ça veut dire que même si j'ai 7 cartes bancaires dans ma poche, ou 4 ou 5 en moyenne, j'aurai quand même un iPhone, et le nombre de porteurs d'iPhone sera supérieur. L'iPhone est un moyen plus intelligent que la carte à puce. Apple allait devenir un acteur des paiements en 2015. C'est ce que j'ai écrit en 2012. En 2015, Apple Pay est lancé, Google Pay aussi. Enfin, ce monsieur-là qui n'a pas réussi, Mark Zuckerberg, qui a parlé de Libra, Diem, stablecoin, etc., n'a pas réussi sur la partie crypto. Hein. Il a causé le lancement des projets MNBC, mais voilà, il a causé la fin de la ruée vers l'or. C'est les États qui ont dit ça suffit. Le G7, le G20, ils ont dit voilà, la ruée vers l'or, il faut l'arrêter, il faut structurer ce marché, il faut réguler. Et donc nous sommes actuellement dans une phase de structuration.
de l'écosystème crypto. Paiement, crypto-paiement. Les expérimentations CBDC, il y en a des tonnes. MiCA, elle est déjà votée. Visa, PayPal, tout le monde veut rentrer, achète et fusionne des entreprises dans la crypto. Mastercard vient d'annoncer encore des choses, PayPal aussi. Donc voilà, c'était un condensé de l'histoire. Désolé, voilà, j'ai encore 19 minutes, ça va. J'ai beaucoup de chiffres dans mes slides. Je suis désolé si les chiffres vous ennuient, mais voilà. Alors, ces chiffres sont extraits de l'étude que je viens de publier sur Bitcoin Crypto Payments Energy Efficiency. Je voulais comparer le monde crypto-paiement au monde paiement classique, bancaire et monétaire. Et on n'a pas de chiffres. Pas assez côté Bitcoin, il n'y avait que Cambridge qui a fait un indice. Et côté bancaire, on n'a pas de chiffres. On ne sait pas combien de billets au monde, on ne sait pas combien de banques, combien d'ATM. Donc j'ai fait un travail pendant 5 ans pour compiler toutes ces données, et tout est open source dans le papier. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 845 milliards de billets qui circulent au monde. Et le taux de renouvellement, c'est 220 milliards de billets par an. 1500 milliards de pièces de monnaie qui circulent. Leur taux de renouvellement, il est inférieur, c'est 105 milliards. La durée de vie d'une pièce en métal, elle est plus grande, c'est normal. Et le nombre de transactions par an, c'est 3300 milliards de transactions par an. Donc l'écosystème bancaire, il brasse 105 000 transactions par seconde. C'est énorme. Il est très bien fait, il est très optimisé, et c'est très 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 difficile de venir concurrencer sur les paiements classiques. Donc Bitcoin, il est en train de faire un chemin très courageux. Et ça, les gens ne se rendent pas compte s'ils ne sont pas dans le monde du paiement. Faire 105 000 transactions par seconde, ça veut dire que l'écosystème, il est déjà distribué, il est déjà décentralisé en partie, même s'il y a des parties centralisées. Sinon, ils ne peuvent pas brasser autant. Alors voilà, combien d'ATM il y a au monde? On pense que ça baisse. Oui, ça baisse, mais pas beaucoup. Et aujourd'hui, il y a à peu près 5 millions d'ATM au monde. Et il y a 6 millions de camions blindés qui font arriver les billets et les pièces dans ces ATM. Et je ne parle pas pour aller faire ça avec Vinci Autoroute ou tous les gens qui utilisent le cash. Je parle des ATM. Donc 6 millions de blindés qui vont faire le transport de fonds. Et le nombre de commerçants un peu officiels, je ne parle pas individuels, je ne parle pas des TPE genre moi, je parle vraiment des commerçants petites, moyennes, grandes entreprises, 370 milliards de commerçants. Millions, excusez-moi, pardon. Les chiffres, je ne mets pas moi aussi. Heureusement que c'est écrit. Maintenant, on va rentrer sur un créneau, c'est les paiements par carte. C'est un chapitre à part. Les paiements par carte ne sont pas tous les paiements. C'est la majorité des volumes de paiement, mais pas des montants. C'est-à-dire le nombre de transactions le plus élevé, ça vient des cartes. Mais les montants, ça ne vient pas du tout des cartes. C'est des petits montants qu'on fait par la carte bancaire. Il y a 25,2 milliards de cartes dans les poches des gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes dans leur poche. Hein. C'est comme ça. Il y a 1500 milliards de transactions cartes par an. Donc c'est à peu près la moitié de ce qu'on avait vu avant. Voilà, les 3300 milliards, c'est à peu près la moitié. Et donc les cartes, c'est à peu près 50 000 transactions par seconde. On verra après Visa fait quoi là-dedans. Hein. 85 000 milliards de dollars par an. Et donc c'est à peu près le panier moyen d'une transaction carte, c'est 56 $ par transaction, c'est la moyenne mondiale. Ça varie beaucoup entre le Pakistan et la Suède ou les États-Unis, hein, forcément. Et le nombre de terminaux de paiement, donc d'Ingenico ou des autres, c'est 207 millions de terminaux de paiement installés qui tournent à peu près 7 heures par jour pour faire fonctionner les paiements, au point de vente. Chez 100 millions de marchands, donc pas les 370 millions qu'on a vus tout à l'heure, donc pas tout le monde, et pas tous les commerçants qui possèdent des TPE. C'est quelque chose d'important, les TPE. Maintenant, on va aller sur les paiements bancaires, donc non carte, un virement, un prélèvement bancaire par exemple. On ne sait pas il y a combien de banques au monde. On ne sait pas. Il y a à peu près 25 000 banques. Alors j'ai fait tout un travail pour essayer d'estimer ça. Qui possèdent à peu près 1 million de branches aujourd'hui, les branches bancaires, avec des employés, des agents et des ATM, etc. Et qui opèrent les GAB et l'entrée en relation, l'ouverture de compte, plus les crédits, plus autre chose. Et voilà. Ça, c'est un chiffre important qui n'a jamais été sorti avant. Combien d'employés travaillent dans les banques? Et je ne parle pas chez Visa, hein, banque, seulement banque. 55 millions d'employés, c'est un grand pays. Le pays des paiements est un grand pays au monde, 55 millions d'employés. Je ne parle pas des armées de consultants dont j'en fais partie,
ni des industriels de paiement. Et donc les banques, ils processent à peu près 3140 milliards de transactions par an. Alors c'est par batch, eux ils ne font pas des transactions unitaires comme par Visa par exemple. Donc c'est à peu près 100 000 transactions par seconde. En revanche, dans le temps, ça prend 48 heures en moyenne pour faire finir un paiement. On va voir c'est quoi la finalité d'un paiement. Alors ça peut être 5 jours. Si je veux faire un virement vers le Salvador, vers le Liban, vers l'Égypte, vers je ne sais pas quel pays, ça peut prendre 5, 7 jours, parfois 2 semaines. On ne sait pas pourquoi. Enfin on sait si on est dans le secteur. Et parfois ça peut être plus rapide. Une journée en France. Si je veux un virement en France, pas instantané, c'est peut-être 6 heures, c'est magique si on arrive à le faire. C'est parce qu'on est pro, enfin on est une entreprise qui a un contrat avec sa banque, qui sait à quelle cote la Banque centrale va faire passer certains paiements. Donc on peut passer en moins d'1 jour. Mais en général c'est 48 heures. Lorsque vous payez par votre carte bancaire un commerçant, il n'a pas l'argent sur son compte bancaire avant 48 heures en moyenne au monde. On va monter un peu dans le stratosphère pour parler un peu d'Internet, puis après les paiements. L'épopée du paiement mobile. Lorsqu'on a inventé le web c'est différent d'Internet. Le web, c'est les applications sur Internet qu'on peut faire. Donc le monsieur Tim Berners-Lee qui a créé le World Wide Web, il a dit, lorsque nous relayons des informations sur le web, nous nous permettons d'acheter et de vendre. Lorsqu'on a inventé le web, on l'a inventé, entre autres, et presque en priorité pour l'e-commerce. Les gens ne le savent pas. C'est vrai, il y avait des recherches scientifiques, c'était sur Internet ça, échanger entre scientifiques sur des recherches. Mais le web, il a été conçu d'abord pour des paiements, et ensuite pour échanger des datas, pour tout ce que vous voulez. Et lorsque ce monsieur-là, il a inventé le smartphone, la première chose qu'il a dit, votre vie dans votre poche, l'appareil numérique ultime. Et il l'a pensé aussi pour le paiement, sans l'annoncer au départ, c'était trop tôt. Et enfin, lorsque Bitcoin il est né, à peu près dans le même temps, Bitcoin est une plus grande idée qu'Apple et Amazon, et j'insiste, c'est même beaucoup plus grand que Apple et Amazon. Donc voici un extrait du papier de 2012. Donc en 2012, j'avais dit qu'en 2015, vous voyez les courbes, l'intersection des deux courbes, verte, c'est toute carte de paiement au monde, jaune, c'est l'adoption du smartphone. Et j'ai rien prédit, j'ai fait des probabilités sur des scénarios, selon certaines méthodologies de forecast dans des industries, et je dis qu'ils seraient cons, Apple et Google, s'ils ne rentrent pas dans le domaine des paiements. Tout le monde en France m'avait dit, les banques m'ont dit, visionnaire, n'importe quoi, ça ne va jamais arriver. Ce ne sont jamais des banques. Personne ne fera confiance à Apple pour des paiements. Vous vous rendez compte ? Oui, Apple Pay, c'est le leader mondial aujourd'hui, après la Chine, après Alipay et WeChat, c'est ça ? Oui, WeChat, en paiement. Et d'ailleurs, ils sont en retard, Apple. Alipay, à elle seule, elle fait 18 fois plus de transactions qu'Apple Pay, et WeChat, elle fait 18 milliards de transactions contre 1 milliard de transactions par an. C'est ça le ratio d'Apple Pay qui est en retard. Apple Pay est devant PayPal, par exemple. Donc oui, la balance du pouvoir paiement, elle bascule vers la Chine d'une façon très très forte, très très forte. Après, il y a un autre problème. Bon voilà, je vais passer vite sur ces chiffres-là. Aujourd'hui, Apple est toujours le leader mondial du parc installé de smartphones. Les gens, depuis très longtemps, ont dit que Apple sont derrière tout le monde, Samsung, machin, tout le monde vend plus que Apple. Oui, ils vendent plus, mais ils n'ont pas un parc plus grand. Ceux qui ont le parc installé le plus grand, c'est Apple, à 37%, suivi par Samsung, suivi par Huawei, qui a monté puis descendu, etc. Voyons maintenant la cinématique d'un paiement. C'est quoi un paiement? On va prendre un exemple, un paiement carte, parce que c'est le plus long. Ce n'est pas le plus lent, c'est le plus long. Lorsque le payeur veut payer, bon, en général les femmes achètent peut-être plus souvent que les hommes, c'est peut-être pour ça qu'il y a un logo de femme, mais paye 100 € le commerçant, le payer, en utilisant par exemple sa carte bancaire ou son smartphone avec Apple Pay, c'est un paiement carte bancaire aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, sur le TPE va parler avec le concentrateur, système d'acceptation, c'est un PSP. PSP, c'est Payment Service Provider, qui va dire, est-ce que je peux autoriser ce paiement? Et lui, il ne sait pas faire. Il va parler avec l'émetteur de la carte. C'est peut-être Visa, Mastercard, c'est peut-être carte bancaire en France, d'autres. Donc ce scheme card, lui, pourquoi il est là dans le schéma? Parce que les banques ne vont pas se connecter entre elles toutes. On ne peut pas faire une connexion de moi à vous, de moi à vous, de vous à lui. Enfin, faire un réseau dans lequel tout le monde est interconnecté, ça n'existe pas, ce n'est pas efficace pour faire des API ou des fichiers un à un.
Donc, il y a eu l'idée d'une centralisation. C'était l'idée de Visa, c'était l'idée de génie de Visa, d'une start-up américaine, qui a dit, bah, écoutez, toutes les banques se connectent à moi, et c'est bon, moi je fais le lien entre tout le monde. Et comme ça, les banques ne vont pas s'embêter à se relier avec des dizaines de milliers de banques au monde. Ils ont raison. À l'époque, c'était une idée hyper innovante. Et ils ont raison, ils ont gagné le marché comme ça. Donc Visa va dire, ah bah tiens, l'émetteur de la carte de Michel, ou de son épouse, bah par exemple, c'est la Société Géniale, comme dirait Richard Détente, ou le crédit, je ne sais pas comment c'est qu'il l'appelle, de grand temps crypto. Donc voilà, l'émetteur, c'est cette banque-là, donc on va l'appeler. Donc ils vont contacter en temps réel. Au début, ce n'était pas du temps réel, mais on va la contacter pour dire, est-ce que Michel possède 100 euros sur son compte? Ils vont dire oui. Est-ce qu'on peut réserver ces 100 euros? Vous pouvez nous donner un numéro d'autorisation. Ce numéro d'autorisation, c'est presque un token si vous voulez, et qu'ils vont le renvoyer après, à qui? Au PSP et au commerçant. Il va le stocker dans son système de paiement, d'acceptation de paiement. Et il n'aura pas de paiement. Il aura en revanche une promesse que quand il veut, il peut utiliser ce numéro pour encaisser les 100 euros. À ce moment-là, c'est ça aussi l'idée de génie de Visa, c'est que c'est garanti, entre guillemets. C'est, je vous promets, vous aurez vos 100 euros. Donnez le bien, donnez le produit, donnez le service à Michel qui veut l'acheter. Donc c'est bon, Michel peut retirer le service, la télévision, ou je sais pas, les courses, il peut partir avec, sans payer. Là, il n'a pas payé. Hein. Les gens pensent qu'il va payer, il n'a pas payé. Mais en gros, il y a une confiance qui s'installe, et qui permet à Michel de partir, au commerçant de dire « je serai payé ». Maintenant, pour qu'il soit payé, il faut que, en général c'est la nuit, parfois c'est quelques jours après, mais souvent c'est chaque jour, chaque nuit, ça dépend de la taille du commerçant, parce que ça coûte cher, donc on peut le faire soit à la journée, soit plus tard. Le PSP, lui, il va contacter au nom du commerçant la banque qu'on appelle la banque acquéreur. Alors c'est des termes, il y a un jargon, si vous rentrez dans le monde des paiements, vous n'allez rien comprendre. Ils ont inventé des mots comme les médecins. Mais en gros, c'est facile. En gros, la banque émettrice, c'est elle qui émet la carte au porteur de la carte qui la porte, c'est comme ça. Et la banque acquéreur, c'est la banque qui fait l'acquisition du paiement pour le compte du commerçant. Bon. Donc l'acquéreur va dire, oui, très bien, bah, je dois récupérer 100 euros pour mon commerçant Carrefour. Mais bon, je ne peux pas le faire, moi. Il est où Michel? Elle est où sa banque? Ben, elle ne sait pas. Vous pensez que c'est Visa qui va le faire? Non. Visa, elle est hors schéma. Visa, elle a fini, elle a terminé son rôle. Elle a juste apporté le numéro d'autorisation. Eh bien, cet acquéreur-là, il va parler avec la Banque centrale. Mais il ne parle pas en direct avec la Banque centrale. Il parle avec une chambre de compensation. Par exemple, c'est Stet en France, la BE en Europe, il y en a plein. Il va lui dire, écoute, on ne va pas régler un paiement de Michel. Moi, je suis Carrefour, j'ai par exemple 100 000 transactions cette nuit-là dans ce magasin. Bon, la banque de Michel, Société Générale, je ne récupère pas seulement les 100 euros. Moi, il me faut à peu près 300 000 euros de la banque de la Société Générale, de tous les clients qui ont la carte de l'ASG, puis de la BNP, puis des autres banques. Donc, ils vont dire à la clearinghouse, bah, donne-moi 1 million d'euros. La clearinghouse veut dire, calme-toi. Toi aussi, en tant que commerçant, tu dois de l'argent à ces banques-là, donc on va faire un netting. En gros, ça va se solder par un vrai paiement. Et c'est ça le seul vrai paiement avec la vraie monnaie de la Banque centrale. Le reste, c'est des monnaies commerciales, c'est des monnaies émises par des banques. Alors elles sont garanties par la Banque centrale jusqu'à certains plafonds, comme vous avez commencé à le savoir maintenant, mais c'est des monnaies privées, par des autorités, par des entités supervisées, bien sûr. Donc en gros, le vrai paiement va avoir lieu avec une seule transaction qui va dénouer les milliers, les centaines de transactions qui vont avoir lieu plus tard. Et c'est à ce moment-là que la clearinghouse va dire à la banque acquéreur, les 100 euros ont changé de propriétaire, ils ont passé de la banque émettrice à la banque acquéreur par une transaction globale qui se trouve à la Banque centrale dans les comptes des banques. Alors le commerçant, il n'a pas un compte à la Banque centrale, Michel n'a pas de compte à la Banque centrale. C'est les banques qui ont des comptes avec la vraie monnaie. Donc comme vous avez vu ici, il y a quelques étapes quand même pour qu'une transaction ait lieu. Il y a à peu près 15 étapes. Et ça, c'est une simplification. Je n'ai pas parlé d'un paiement en ligne. Je n'ai pas parlé de Apple, avec Apple Pay. Lorsque je passe mon smartphone, il y a des serveurs Apple Pay ou Google Pay qui rentrent dans le schéma. Il y a aussi les serveurs Télécom, parfois, pour un paiement en ligne, pour un code SMS. Il y a beaucoup d'autres acteurs que je n'ai pas affichés ici. Donc l'histoire d'un paiement, elle est longue, elle est optimisée,
Et tout système optimisé, très optimisé, il est fragile. Il est fragile par rapport à l'évolution, mais il fait très bien ce qu'il fait. Il le fait très vite. Très vite, mais avec des étapes. Ça prend 48 heures pour que ce paiement que vous voyez ici se dénoue finalement. Donc en gros, l'évolution des paiements, ça a commencé par des paiements cartes, comme on a vu, PIS d'abord, puis puce, puis après il y a une bifurcation entre deux mondes pour les paiements mobiles. Là, ce que vous voyez, c'est les paiements mobiles et les e-commerce. Il y a le paiement de proximité chip and pin et le paiement à distance e-commerce. Chip and pin, c'est la carte à puce sur le TPE. Et puis après, on a eu le sans contact. Le sans contact avec NFC, qui est Near Field Communication, ou bien avec un code QR code. Et de l'autre côté de la branche d'évolution des paiements, il y a eu une branche du paiement mobile M-Commerce. Je passe par France Télécom, par Free, pour payer avec ma facture Free le commerçant. Sauf que la commission était énorme, ça n'a pas marché en Europe. En revanche, en Afrique, ça a beaucoup marché. Et puis il y a eu des paiements mobiles SIM-centriques, je vous passe tous ces détails, mais sachez que Apple, elle a inventé le one-click au même moment qu'Amazon. Ils l'ont inventé en même temps, je ne sais pas qui a copié qui, je m'en fous, mais c'est à la même année que les deux ont fait le one-click. Je paye avec un clic, mais bien. Et pardon, à la fin, il y avait le EMV Tokenization, c'est le XPay, c'est Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. C'est je crée un token de la carte dans une puce sécurisée dans le smartphone. Et elle va être logée là-bas, et donc c'est une autre carte liée à ma vraie carte. Sachez que le plafond sur les paiements par Apple Pay ou Google Pay, c'est exactement le même que le plafond de votre carte plastique. Ce n'est pas un paiement sans contact à 30 € ou 50 €. Enfin, vous voyez ici pourquoi c'est compliqué les paiements, pourquoi il faut les réformer. Regardez les normes. Il y a EMV Java Card en 95, PCI DSS, c'est Payment Card Industry Data Security Standard. Je suis auditeur de sécurité dans les paiements aussi en 2004. 3D Secure en 2008, le fameux SMS qui vous vient. De l'autre côté de la branche, pour les paiements de proximité, il y a le NFC en 2008 aussi. Le QR code en 2013, qui vient du Japon puis de l'Asie. EMV tokenisation en 2014, ça veut dire la Apple Pay. Voilà. RGPD, c'est une norme qu'il faut appliquer en 2018. Et maintenant la PSD2 ou la DSP2, RTS et Secure Customer Authentication, entre autres. Et puis les paiements instantanés, le Request to Pay, EPI. Donc les industriels de paiement doivent implémenter un stack de choses, c'est simplifié ici, il y en a beaucoup d'autres, assez hallucinant pour faire fonctionner vos paiements. Vous allez me dire, avec Bitcoin, on a besoin de rien de tout ça. Par conception, en fait, Bitcoin, il commoditise, il vient industrialiser, il vient mettre dans Internet tout ça. Par conception. C'est pour ça qu'il est... c'est une idée géniale et intéressante. Et voici d'autres trucs qui doivent s'interfacer avec EMV, SWIFT, SEPA, Visa, voilà, etc. Maintenant, l'état de la fraude. En France, alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, 25 milliards de transactions par an, à peu près 27 000 milliards d'euros, c'est en France, milliards d'euros de fraude sur les paiements en France. La carte, elle cause 60% de la fraude. Simplement parce que les paiements en ligne sont à peu près 20 fois, 18 fois, 17 fois plus frauduleuses que les paiements à proximité. Lorsque je paie avec la carte à puce, il n'y a pas de fraude. Jean Moreno, il était un génie. C'est un génie avec ce qu'il a fait. Donc taux de fraude sur des paiements de proximité, c'est 0,010% contre à peu près 17 fois de plus pour les paiements à distance. Et 92% des transactions frauduleuses sont d'origine carte. Donc vous aurez compris que le problème de la fraude, c'est elle qui pousse à faire évoluer les paiements. On a besoin, pour faire des paiements numériques, de faire évoluer toute la chaîne de valeur des paiements. Et ce que vous voyez ici, c'est une autre proposition qui vient des crypto-paiements, de dire j'ai besoin de rien en fait pour faire le paiement. Le porteur peut payer le commerçant, puis c'est tout. Je n'ai pas besoin de tous les intermédiaires de confiance pour sécuriser, alors qu'ils n'arrivent pas assez à sécuriser. Et ce qu'on est en train de voir, c'est la bataille des paiements. Il y a une vraie bataille, et ce n'est pas moi qui le dis. Alors, on m'accuse de venir d'un pays, je suis d'origine libanaise, je suis libanais et français. J'ai vécu la guerre civile, donc je parle toujours de guerre, de bataille, mais c'est le président de Visa qui l'a dit. On est entré en 2012 en guerre des paiements, parce qu'il y a des enjeux entre les datas des paiements, le paiement mobile, et le changement de la chaîne de valeur. Les usines de paiement, les banques, cherchent à monter dans la chaîne de valeur. Les PSP, les intermédiaires de paiement, cherchent à conquérir la chaîne de valeur des paiements, devenir des banques, remplacer des banques et avoir l'interface avec le consommateur. Et Facebook en haut, par exemple, ou Amazon ou autres, ils cherchent à maîtriser leur chaîne de valeur de paiement. Facebook qui veut devenir une banque, qui veut devenir un fonds, lancer Diem, etc.
Apple, qui est devenu une banque aussi. Hein. Donc il y a une vraie bataille qui se fait dans les paiements classiques, plus le projet crypto qui est en face. Donc la guerre, elle est totale. Voilà. Désolé pour l'image de la guerre. Et enfin, c'est une révolution complète de toute la chaîne de valeur des paiements. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Value Chain, parce que la chaîne de valeur, de la vraie valeur, elle est en train de changer. La carte, le moyen de paiement change, la banque change, la monnaie change, et la réglementation est obligée de changer. Bill Gates avait dit en, je ne sais pas quelle année, il avait dit « Banking is essential, banks are not ». Il a inventé le PC, il a pensé qu'il allait tuer les banques. Il n'a pas tort, théoriquement, les PC auraient pu tuer les banques, auraient pu. Mais les banques ont fini juste par acheter des PC, acheter Internet, utiliser le service. Ils ont pris du temps, et je pense qu'ils sont en train de prendre du temps pour adopter la technologie blockchain aujourd'hui, et même Bitcoin. Et je pense qu'à un moment, ils vont se rendre compte que c'est juste inévitable pour leur survie, d'adopter cette technologie et de suivre cette évolution-là. Voilà. Justement, là, 0 seconde près, donc j'ai respecté le temps. Merci beaucoup pour votre écoute. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une petite question. Du coup, la technologie donc du Bitcoin, elle permettrait effectivement de remplacer toute cette chaîne de valeur finalement qu'on a pu voir. Et en fait, le système bancaire, du coup, remplacerait un petit peu tous ces intermédiaires, Visa, etc., grâce à cette technologie-là. Et gagnerait du coup du temps et tout ce qu'il peut y avoir. La question de remplacer, de tuer les banques, de tuer Visa, elle ne se pose plus. Simplement parce que Bill Gates, il se l'est posé, il s'est trompé. Il n'a pas tué les banques. Les banques ont devenu ses meilleurs clients au monde. Donc moi, je pense, d'après l'expérience, que le schéma que vous voyez ici, c'est un bon schéma. C'est un schéma de paiement direct. Mais pour le faire fonctionner, il va falloir qu'il y ait des distributeurs de services, des intermédiaires pour vous donner des wallets. Alors aujourd'hui, il y a des wallets non bancaires, mais rien n'empêche les banques de dire je mets un billet, j'achète les meilleures solutions sur la Terre pour poser moi des wallets. Vous voulez faire du staking, moi, banque, je vous permets de faire du staking. Vous voulez faire de la DeFi, moi, banque, je vais vous proposer des services. Les banques vont finir, malgré eux, par adopter cette technologie. Donc ce schéma-là restera valable, mais les intermédiaires ça va réintermédier la chaîne de valeur bancaire. Donc Visa, actuellement, c'est l'un des plus grands acteurs dans le domaine des cryptos. Ils achètent des entreprises, ils financent dans Coinbase, Mastercard vient de faire un partenariat énorme avec Consensus, si je ne me trompe pas, pour permettre des paiements chez des 90 millions de commerçants. Donc ils ont compris que c'est existentiel pour eux. Et donc la bataille continue. C'est ces acteurs-là, en fait, qui... Rapproche le micro. C'est ces acteurs-là, finalement, qui, du coup, ont compris et les banques vont du coup se servir des mêmes acteurs qui, eux, auront adopté la nouvelle technologie, finalement. Oui, tout à fait. On a encore 5 minutes pour des questions, peut-être. Oui, allez-y. Allez-y. Ah, très bien. C'est bon là. Ouais. Tout à l'heure, j'avais aussi ma deuxième question. Tout à l'heure, c'était justement sur les pays en voie de développement comme le Salvador, où on voit aussi en Centrafrique qui commencent à accepter le Bitcoin. Là, on a parlé des paiements retail, mais les paiements internationaux entre pays, entre institutions. Du coup, quel rôle le Bitcoin peut avoir là-dedans pour vous? Sur les paiements? Ouais, sur les paiements pour le coup. Le seul avenir pour Bitcoin, c'est dans les paiements. C'est son seul avenir. Et cette thèse-là, je vous invite à voir demain ma keynote sur l'efficience énergétique de Bitcoin comparée à l'efficience énergétique du système bancaire. En gros, le système bancaire, il consomme combien en énergie pour quel travail, pour quel résultat, et pareil pour Bitcoin. Pourquoi je dis le seul avenir de Bitcoin, c'est les paiements? Pourquoi il vaut quelque chose aujourd'hui? C'est parce que je peux le vendre demain. Et c'est parce que je peux payer quelqu'un avec. En le vendant, quelqu'un va l'acheter. On va tous mourir un jour, donc en effet, il faut le vendre à un moment, quoi. Justement, le vendre, ça veut dire que quelqu'un va l'acheter, va le payer. Donc l'acheter, c'est une transaction, c'est un paiement. Et il faut qu'il y ait le plus de transactions possible, pas le moins. Ce n'est pas seulement en tant que réserve de valeur. Si on l'utilise en tant que réserve de valeur, on le tue.
Si on dit acheter, ne vendez jamais, on tue Bitcoin. Donc du coup, il faut absolument que Bitcoin soit à des taux, à un ratio à chercher, être adopté en paiement. Donc Lightning, c'est son avenir. Et même Bitcoin tout seul, il peut servir en paiement. Donc il faut absolument développer les cas d'adoption dans le commerce, dans le retail, dans l'wholesale ou pas dans l'wholesale, dans l'international ou pas dans l'international, mais en paiement Bitcoin. Et s'il y a un axe de développement dans lequel il faut aller investir, dans lequel il faut aller travailler, c'est dans ce monde-là. Et si on veut tuer Bitcoin, on interdit Bitcoin en paiement. C'est aussi simple que ça. Mais on ne pourra pas le faire. Mais voilà. Mais alors du coup, ce que je comprends que vous dites finalement par rapport aussi à tout à l'heure, c'est que il semble, enfin ce que je comprends, dites-moi si c'est vrai, c'est que les banques peuvent être les meilleurs alliés de Bitcoin pour se défendre contre les banques centrales avec la monnaie numérique centrale. Est-ce que c'est une idée qui ne m'est même pas arrivée à la tête, vous avez raison, mais c'est une idée intéressante. C'est-à-dire que oui, il y a certaines banques, d'ailleurs je peux mentionner Delubac ainsi parce que c'est un des sponsors de cet événement, il y aurait des banques, il va y avoir des banques intéressées par Bitcoin pour plein de raisons, dont le gain, dont servir mieux leurs clients, et peut-être pour se prémunir de certaines conditions centrales. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait un plan bancaire contre les banques, elles ne peuvent pas, elles sont supervisées par les banques centrales, et les autorités des marchés financiers, elles ne peuvent pas trop sortir du cadre. Ça serait un moyen peut-être pour parce qu'effectivement, elles vont être étranglées, les banques, par ce système. Je pense que c'est un travail de fond qui va prendre une démarche de changement pour les banques centrales et les banques ensemble, pour dire que ça va rentrer dans le circuit, le Bitcoin, ou les autres crypto-monnaies en tant que réserve. Donc les banques auront le droit de faire des services d'investissement pour leurs clients et de réserve, de détenir des fonds en crypto, quels qu'ils soient, jusqu'à certaines limites, avec des règles, etc. Donc oui, l'adoption, c'est là où il y a une opportunité pour les cryptos côté bancaire. Bonjour, alors question un petit peu personnelle, je ne sais pas si ça intéressera tout le monde dans la salle. Mon père est d'origine libanaise et il habite en France, mais parfois j'ai l'occasion de communiquer avec ma famille au Liban et quand je vois, j'ai l'impression qu'ils sont à des années-lumière en fait de l'adoption et je me demandais si vous aviez peut-être une idée à ce propos et voilà, ça m'intéresse. Pour les pays comme le Liban, juste pour généraliser aussi, oui, peut-être que, voilà, moi je suis parti à la Banque centrale libanaise, à la Banque du Liban, j'ai rencontré le DSI, des responsables là-bas, ils sont à des années-lumière d'adoption du Bitcoin. En revanche, ils ont fait des expérimentations sur la blockchain, ils ont fait des recherches sur des monnaies numériques de banque centrale, mais la crise économique a fait qu'il n'y a pas de budget pour faire quoi que ce soit déjà. De deux, la population, elle a adopté le Bitcoin en off. C'est exactement comme les Libanais achètent toujours de l'or un peu pour mettre de côté. Il y a beaucoup qui achètent du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et il y a eu énormément d'arnaques, infiniment d'arnaques au Liban, parce que les gens ne sont pas éduqués sur cette partie-là. C'était moi en France, j'étais appelé par des centaines de Libanais qui ne me connaissent pas pour me dire « On t'a vu sur Internet, t'es Libanais, est-ce que tu peux nous dire comment on peut acheter? Est-ce que c'est bien d'acheter dans Dodge ?» Je dis « Mais tu comprends rien au truc, pourquoi tu veux acheter Dodge quoi ?» Et donc, oui, il y a un grand manque d'acculturation et de formation. Très bien. Oui. Bon, d'abord, merci. En fait, je trouve cette chaîne des valeurs théoriques qui existe à peu près déjà. Et c'est pour ça que je pose la question, parce qu'au Salvador, c'est vrai qu'entre les blockchains et les commerçants, il n'y a pas une banque centrale, même si l'institution qui s'appelle Chivo, c'est celle qui gère. Donc, j'aimerais bien vous poser la question par rapport à l'avenir, parce que c'est l'expérience que j'ai au Salvador. Et à votre avis, ça va fonctionner? La Banque centrale va être remplacée par quoi? Je ne pense pas que la Banque centrale va être remplacée. J'y crois un peu dans la concurrence des monnaies, dans la théorie de Friedrich Hayek, que j'ai citée un peu tout à l'heure avec Yves, et dans la théorie de Milton Friedman sur la loi des marchés. Alors je ne suis pas un économiste voilà, pour critiquer les théories, mais j'y crois fortement que même si on triche, même si on met des règles, même si on interdit, la loi du marché va continuer à s'appliquer avec des dégâts juste plus forts plus tard. Donc en gros, la Banque centrale a l'obligation, a le devoir, elle est créée pour ça, pour garder une souveraineté sur sa monnaie et une politique monétaire. En revanche, le mot politique monétaire, c'est un mot qui est très large. Et en gros, c'est je fais ce que je veux avec ma monnaie, en fait. Donc, en gros, interdire la détention de la monnaie par des non-citoyens, voilà, c'est quelque chose dans la politique monétaire. Donc, la MNBC, normalement, elle va être interdite aux non-européens. Je trouve ça dommage. Si on veut rayonner, il faut permettre que les gens puissent détenir notre monnaie. Parce qu'aujourd'hui, le billet, tout le monde peut le détenir. Je connais bien des Libanais qui ont des euros chez eux à la maison. Ils ne sont pas citoyens européens.
Donc en gros, la Banque centrale va garder son rôle, elle va juste être en concurrence déloyale avec le Bitcoin, qui est global. Et donc il cherche à avoir des monnaies numériques de banque centrale cross-border. Donc c'est une course. Et la loi du marché va finir par établir peut-être un gagnant ou cohabitation. Je vous remercie beaucoup et à demain dans les autres conférences.